C'est un très grand plaisir de vous présenter le Dr Larry Coles, dernier conférencier de la matinée, professeur de sciences oncologiques à Tampa, président de donc, l'Institut national du cancer et professeur d'oncologie de l'école de médecine de Mayo. Il était directeur SEO du Centre de traitement et de recherche sur le cancer à l'Université du Nouveau-Mexique. Il a passé des années à étudier les maladies neuroendocrines et il a été derrière bien des recherches sur les analogues de la stéatotatine. Mon contact à lui remonte à l'époque où j'étais étudiant à la clinique Mayo, où ça a été un mentor non seulement à cause de ce qu'il faisait en recherche, mais grâce également à son don de communication. Et à un moment donné, il est allé à un concert de Bruce Springsteen avec ses enfants. Il m'avait demandé de prendre sa relève. Eh bien, moi, j'aimerais bien que mes enfants à 14 ans et 15 ans soient heureux que je les accompagne au concert, comme les enfants du Dr Coles étaient heureux d'être accompagnés de leur père. Dr Coles. Merci de cette présentation forte. Gentil, fort aimable. Ma première visite à Halifax, je me suis beaucoup amusée. C'est moi qui ai amené le soleil de Floride. Je suis arrivée ici mercredi, tard, et jeudi, c'est épouvantable. Mais en tout cas, je me suis quand même amusée hier. Je faisait beau, alors j'allais sur le port et j'ai vu la montée de la marée. Je suis allée à Lunenburg, Peggy's Cove. Quel beau pays. Je reviendrai avec ma femme en automne. J'ai bien l'intention de le faire. Le titre de mes présentations, un voyage au pays des petites tumeurs. C'est inspiré d'un article que j'ai utilisé dans le Journal of Clinical Oncology il y a 3 ans, quand on célébrait le fait que cette revue célébrait son 25e anniversaire. Et Charles Mortel, mon mentor depuis 20 ans à la clinique Mayo, avait publié un article en 1983 intitulé « Traitement des tumeurs carcinoïdes et le syndrome des tumeurs neuroendocrines ». Comme il est mort et que j'avais travaillé avec lui pendant très longtemps, on m'a demandé d'écrire l'éditorial accompagnant la republication de cet article. Et c'était heureux de voir à quel point il avait une perspicacité extraordinaire dans cet article. Il a publié un autre article appelé An Odyssey in the Land of Small Tumors, c'est-à-dire Odyssée au pays des petites tumeurs. Donc c'est pour ça que je me suis inspirée de son titre pour choisir mon propre intitulé. Dans ma présentation, je voudrais essentiellement parler de 2 agents ciblant les molécules et dont nous allons parler de la publication d'un résultat d'une recherche, l'étude PROMAD. J'étais à la FTA il y a à peu près 1 mois où nous avons présenté les résultats de l'étude Everolimus RAD 001 et le comité a voté à 10 contre 1 pour l'approbation de cet résultat. Le tout a été approuvé cette semaine, donc ça devrait pouvoir lancer sur le marché cette nouvelle substance d'ici quelques jours. Je parlerai également de la radiothérapie avec le récepteur de peptides si j'ai le temps, mais ça a déjà été bien couvert déjà, alors je ne me sentirai pas coupable si je ne peux pas le faire. Alors, quelques mots à propos de la prévalence de ces tumeurs. L'incidence, ça veut dire combien il y a de cas qui se présentent par 100 000 patients, par 100 000 personnes, devrais-je dire plus exactement. Pour ces tumeurs carcinoïdes, c'est de 5 à 8 à 100 000. Pour les patients qui sont ici dans la salle, sachez que vous êtes des entités rares. Mais personnes qui vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps que les personnes qui ont des adénocarcinomes, des cancers épithéliales, de l'œsophage ou de l'estomac.
Et pour cette raison, la prévalence, combien de cas présents tout le temps, pas combien se présentent par an, mais combien restent vivants, et elles sont suivies par leur médecin, la prévalence de ces tumeurs est beaucoup plus élevée que pour toute autre tumeur. Ça veut dire que dans une clinique occupée où il y a beaucoup de cancers gastro-intestinaux, eh bien, j'ai beaucoup plus de patients que mes collègues qui s'occupent essentiellement du cancer de l'estomac, de l'œsophage. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La prévalence est élevée parce que le taux de survie est beaucoup plus élevé et nettement meilleur. Et ça s'améliore de façon considérable, et vous le verrez d'ailleurs à la fin de ma présentation. Maintenant qu'on a parlé de prévalence, parler directement de la thérapie systémique. En 1984, j'ai eu le grand bonheur d'être la première personne en Amérique du Nord à évaluer la triade. C'était la première analogue à la somatostatine qui est devenue, qui était utilisée. On a commencé à faire une étude, je sais parmi les premiers, donc, à utiliser l'octéorétide. Nous avons, à la clinique Fayot, élaboré un protocole de phase 2. Ce protocole a fait l'objet d'une publication dans le New England Journal of Medicine où on montrait l'efficacité chez 25 patients. Et c'est passé, en fait, plus tard à 66 patients. Je vais vous présenter certains de ces résultats dans un moment. Alors, qu'est-ce que ça fait, la somatostatine? On l'a, c'est présent dans notre corps, c'est présent dans notre glande pituitaire, dans la thyroïde, dans l'estomac, dans le pancréas, dans l'intestin grêle. L'effet sur le système gastro-intestinal est réduit ici. Ça réduit la circulation sanguine vers le foie. Ça empêche la contraction de la vésicule biliaire, ce qui entraîne un de ses effets secondaires. Formation donc de boue et de lithiase biliaire. Et lorsque l'on voit donc il y a intervention chirurgicale mais on demande au chirurgien de faire une cholestectomie prophylactique pour éviter une résection de la vésicule biliaire dans 8 ans ou dans 10 ans. Alors, somatostatine et ses analogues font un certain nombre de choses. Ça diminue la diarrhée, la production de sel, ça diminue les sécrétions des hormones intestinales, ça réduit le temps de transit gastro-intestinal et les parties qui ont des carcinoïdes ont une augmentation du temps gastro-intestinal. Et ça a été documenté dans un autre article publié dans le NGM, le temps de transit bouge au rectum de 4 à 6 heures, alors que la plupart d'entre nous, c'est 24 heures à 48 heures. Donc, ça ralentit considérablement le transit. Voilà pourquoi il y a diarrhée. Et ça augmente l'absorption des électrolytes et d'eau. L'octréotide. On l'a appelé comme ça car c'est un peptide de 8 aminoacides. C'est une version synthétique de ces somatostatines naturelles, qui est un aminoacide 14. La version synthétique présente la même structure, avec donc cet aspect en épingle à cheveux. Et on a les 4 aminoacides à droite qui se fixent au récepteur de somatostatine. 80-90% des carcinoïdes du pancréas et de ces tumeurs présentent ces récepteurs. On exploite cette particularité parce que l'on peut donner des injections sous-cutanées d'octréotide avec une demi-vie de 2 heures. Les somatostatines naturelles ont une demi-vie de 2 heures, donc du point de vue clinique et thérapeutique, ce n'est pas utile. Mais cet analogue synthétique permet d'améliorer également les symptômes de rougeur et de diarrhée. Et puis, on peut donner 3 injections par jour pour
Ça peut être les gastrinomes, les glucagonomes et les insulinomes. Et cela se produit quand ça a des effets sécrétoires, ça va diminuer la production d'hormones qui servent de médiateurs à ces syndromes. On a vu des réactions hormonales chez 72% de nos patients. Nos autres collègues ont corroboré ces observations avec des réponses symptomatiques qui peuvent se produire chez 60 à 90% des cas avec des améliorations symptomatiques. Voici les effets antisécrétoires. Je fais la distinction avec les effets anti-prolifération sur lesquels on reviendra dans quelques instants. Je vous ai déjà dit que le premier article publié ne couvrait que 25 patients, mais plus tard, nous avons publié les résultats du travail fait avec 66 patients. Voilà donc les données utilisées par Sandoz lorsqu'ils se sont tournés vers la FDA pour obtenir l'homologation et l'approbation de ce produit. C'est en 88 qu'il y a cette approbation. Donc, on a vu amélioration des rougeurs dans près de 90%. C'était pratiquement contrôlé. On le voit en jaune chez 61 patients. La diarrhée a diminué de 50% plus chez 3/4 des patients. Et on a vu des mouvements intestinaux tout à fait normaux chez un tiers de patients, la métabolite de sérotonine, le 5-HIA. Et la façon la plus juste de suivre la production de sérotonine, c'est beaucoup plus exact et révélateur que de mesurer la sérotonine sérique. Bon, le seul problème, c'est que ça demande également que l'on recueille des urines de patients pendant longtemps. Pendant très longtemps, ce que l'on avait, c'était administration 3 fois par jour de voies sous-cutanées d'octréotide, puis Sandoz a mis au point un nouveau public, l'octréotide LAR, qui veut dire donc libération lente ou longue durée. C'est une formulation par dépôt qui peut être administrée de façon intramusculaire dans les fesses, masse musculaire la plus forte du corps, et c'est libéré lentement dans le corps. La dose et la fréquence, ça peut être adapté pour contrôler les symptômes. On commence habituellement avec de 20 mg à 60 mg une fois par jour, pendant 28 jours, mais il y a des ajustements individuels qui sont très importants. Si le patient vient vous voir et s'il prend 20 mg tous les 28 jours et vous dit docteur, je vais bien, j'ai pas de diarrhée, je peux maintenant aller m'amuser avec mes amis jusqu'à la semaine précédant mon prochaine injection. Puis là, je découvre qu'il y a eu pas mal de diarrhée. Qu'est-ce que je vais faire avec ce genre de patient? Est-ce que je vais changer la fréquence, passer de 28 jours à 21 jours? S'ils reviennent et me dire, mais docteur, ça va beaucoup mieux, mais je continue à avoir des problèmes, à contrôler donc mes selles, j'ai encore des diarrhées, alors là, je vais passer de 20 à 30 mg. Bon, ce n'est pas conforme à ce que l'on a en fait comme posologie sur la notice pharmaceutique accompagnée. Mais on peut avoir d'autres possibilités. On peut avoir donc d'autres posologies, 60 mg jusqu'à 28 jours, sauf que Medicare, et les assurances qui couvrent dans ces produits dans certains États aux États-Unis s'élèvent contre ces posologies. Mais si vous avez des difficultés à faire payer, est-ce que vous avez des difficultés à faire payer le gouvernement lorsque les posologies et les doses sont supérieures à 30 mg? Essayez de le faire de façon occultée. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui prennent plus que 30 mg toutes les 4 semaines? La bonne nouvelle, c'est que l'on peut augmenter la dose. Si vous avez des difficultés avec 30 mg au cours des prochaines années, ça devrait s'améliorer. Alors, quelles sont les indications? Les gens qui ont des symptômes élevés associés à des niveaux élevés de sérotonine, c'est ce qui la maladie est stable, ou il y a une progression de la maladie métastique après une période de stabilité, même s'il n'y a pas de syndrome carcinoïde.
les tumeurs carcinoïdes produisent la sérotonine, la substance P, mais la progression de la maladie métastatique, pour moi, c'est une bonne raison de commencer cette thérapie Sandostatin parce qu'on sait que ça a un effet contre la prolifération. Même chez les patients qui prennent Sandostatin LAR, ça peut être utilisé avant des procédures telles qu'une extraction dentaire, une embolisation du péricarde, une chirurgie hépatique, intestinale, ou même des procédures mineures qui n'ont rien à voir avec l'abdomen, telles qu'un remplacement du genou, de la hanche. Bon, je ne pourrais pas parler d'intervention mineure, mais tout stress chirurgical peut provoquer des carcinoïdes. Donc, il y a une prémédication des patients avec des formes de libération immédiate d'octronide à des doses diverses 30 minutes avant la procédure. On a parlé des effets anti-sécrétoires. Je vous ai dit que ça diminuait les niveaux de sérotonine en circulation et des autres hormones en circulation. Maintenant, je vais parler de l'effet anti-prolifération des octréotides. Les études ont montré une stabilisation des tumeurs, une régression partielle dans un sous-groupe de patients. Voici un résumé des publications. C'est un sous-groupe tout à fait modeste. Vous pouvez le voir dans la colonne CAPR qui veut dire réponse complète ou réponse partielle. Ces 4 études distinctes, on peut les résumer. 4 patients sur 67 ont eu un rétrécissement significatif de la tumeur. Ça arrive, mais c'est assez rare. Ce que l'on voit plus habituellement, c'est une stabilisation d'une maladie qui évoluait. SD, ça veut dire maladie stable. Donc, PROMID veut dire étude des octréotides randomisées. Les médecins aiment autant les sigles que les gouvernements. Tout doit avoir un sigle. C'est une étude assez intéressante, car pour un grand nombre d'entre nous, nous avons cette impression clinique que les patients qui progressaient et à qui on administrait de l'octréotide se sont retrouvés avec une instabilité de la maladie sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, mais on n'avait pas vraiment de données scientifiques ou de groupes scientifiques travaillant là-dessus avec des données probantes. Un groupe d'Allemagne sous Ruki et Randy Arnold travaillant avec 14 centres d'Allemagne ont participé à cette étude multicentre. On a pris des patients pour lesquels le diagnostic de carcinoïde de l'intestin grêle avec métastase dans le foie, donc ont été répartis en groupes, soit pour des injections placebo de solution saline dans le muscle fessier ou des injections d'octréotide LAR à 30 mg. Et le groupe placebo ou l'autre groupe était tous les 28 jours et tous les 3 mois, les patients de chacun de ces deux groupes faisaient l'objet d'un CT scan ou d'une imagerie par résonance aliénante en double insus, c'est-à-dire que le patient ne savait pas s'il avait le placebo ou le médicament et le médecin non plus ne savait pas à quel groupe appartenait le patient. Le CT et le MRI étaient ensuite interprétés par un lecteur central. Alors, les résultats étaient très intéressants. C'était une étude, donc, avec un groupe placebo et un autre groupe avec le médicament, avec répartition alimentaire. Alors, voilà les résultats. 42 patients ont eu un temps moyen de 14 mois avant progression de la maladie, alors que ceux qui étaient sous placebo, suivant tous les 3 mois, donc même un intervalle, avaient un temps médian vers la progression de 6 mois. Alors le temps de progression était 2,5 fois plus élevé chez les patients qui avaient une thérapie
Ça a encore mieux fonctionné chez les patients qui avaient une charge tumorale hépatique faible. Dans cette étude, on a stratifié selon qu'il y avait moins de 10% du foie affecté, donc 10, ou 10 à 50%, moins de 50%. Et ceux qui avaient la charge tumorale la plus faible étaient ceux pour lesquels le temps de progression était plus long. 27 mois 72 mois par opposition à ceux qui avaient une charge tumorale plus lourde. Autrement dit, intervenir plus tôt avant que la charge tumorale soit élevée est avantageux par rapport à ce que l'on a lorsque l'on atteint que le 90% du foie soit remplacé par carcinoïdes. Donc, le facteur prognostique du temps de progression chez ces patients, comme pour les patients carcinoïdes, on a vu cela, que les tumeurs sécrètent de la sérotonine non, qu'il y ait des niveaux élevés ou non de chromograline élevés. Et les résultats les plus positifs, c'était lorsque la charge tumorale était la plus faible. Nous l'avons vu. Alors, je vais sauter là-dessus. Parler d'octréotide plus RAD 001, le nouvelle substance qui vient d'être publiée. Bon, c'est non générique, c'est everolimus. Ça a été approuvé au Canada. Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce qu'au Canada, ça a été approuvé pour le cancer rénal? Ça vient juste d'être approuvé pour également ces tumeurs neuroendocrines rénales. Alors, qu'est-ce que cela fait? Ça va en fait inhiber la voie mTOR qui est essentielle pour la prolifération et qui régule la transcription génique et le facteur de croissance intestinale. Donc, il y a une réduction de la croissance de la cellule cancéreuse. Alors, en jaune, on a une tumeur, encerclée de jaune, une tumeur chez un de mes patients qui a un carcinoïde dont l'origine était rénale. Je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai envoyé à Jim Gell en Houston, qui avait eu donc une étude en phase 1 de RAD, et l'on voit donc les différences dans la progression. Si l'on compare les deux tableaux, on a publié les résultats de cette étude il y a un an, avec l'utilisation de ce médicament chez ceux qui avaient des tumeurs neuroendocrines créatiques, après qu'une thérapie cytotoxique échouait. Donc, là, il ne s'agissait pas d'une étude aléatoire, randomisée, mais les patients qui avaient une chimiothérapie et qui étaient sous sandostatine pouvaient continuer, mais ils pouvaient ajouter RAD 001. C'est ce que l'on voit en bas, ce sont ceux pour lesquels il vient juste d'y avoir progression, et on leur a donné donc RAD 001. Les résultats sont publiés ici et montrent que nous n'avons pas de régression objectif de la tumeur, simplement 8% pour ceux qui ont RAD 001 et pourcentage pour ceux qui ont RAD plus sandostatine. Les colonnes inférieures au-dessous de l'axe marqué 0 sont ceux qui ont eu un certain retrécissement de la tumeur. Mais pour que l'on considère qu'il y ait réponse partielle, la tumeur devrait avoir diminué de plus de 30%. Et là, on considérait qu'il y avait progression s'il y avait une augmentation de la tumeur de plus de 20%. Le rétrécissement, la réduction de la tumeur, pour que l'on parle de réponse partielle, n'est pas très répandue. Pour la majorité de ces patients, il y a qu'un certain niveau de rétrécissement. La stabilité de la maladie a été observée chez 70 à 80% des patients qui avaient, par définition, avaient une maladie progressive au moment où ils ont été inclus dans l'étude. Ça, c'est quelque chose qui est important à ajouter à notre outil thérapeutique. Si c'est approuvé aux États-Unis, si l'approbation au Canada devrait suivre très bientôt, ça pourra être ajouté donc à notre trousse d'outils.
On a vu des patients dans cette étude qui recevaient du RAD 001 plus l'octréotide. Et ces patients ont eu des résultats beaucoup plus positifs au niveau de la survie que ceux qui ont reçu le RAD seulement. Et voici le taux de survie global qui est supérieur chez ceux qui reçoivent RAD plus octréotide comparativement à ceux qui ont reçu RAD seul. Un autre essai important qui vient d'être publié dans le New England Journal of Medicine au cours des 6 dernières semaines. En fait, ça a servi de base pour l'approbation de la FDA le mois dernier. Il s'agit de cette étude appelée Radiant 3. On a d'abord, bien sûr, eu Radiant 1. Maintenant, on a Radiant 3 avec plus de 400 patients qui en ont fait partie. Ces patients devaient avoir eu une progression de la maladie, mais en fait, ils ne devaient pas avoir eu une chimiothérapie avant l'étude et on leur a donné de façon randomisée l'éverolimus et à d'autres les placebos. Et vous voyez les résultats de cette étude. Les patients qui ont reçu le médicament actif ont présenté une amélioration marquée quant au temps de progression. Et pour la survie, 11 mois en rouge versus seulement 4,6 mois pour ceux qui ont reçu le placebo. Alors, ça présente une importance statistique et ça a été la base qui a servi à la FDA pour approuver le médicament. Alors, on voit qu'avec la thérapie à l'averolimus, on a une augmentation très, très importante du temps de progression médiane, 4,6 mois jusqu'à 11 mois. On voit un profil de sécurité tout à fait acceptable, une réduction de 65% des risques de progression comparativement au placebo. Et on a constaté aussi un avantage très important dans tous les sous-groupes, quelle que soit la présence ou l'absence d'un traitement aux analogues de la somatostatine. Voilà, je crois que je n'ai plus tellement de temps. Et heureusement, il y a eu une très bonne présentation ce matin sur la radiothérapie aux récepteurs de peptides. Nous allons commencer la thérapie aux États-Unis et j'espère aussi au Canada, si les collègues ici acceptent de participer. D'ici les 12 prochains mois, une petite entreprise qui s'appelle Biosentima a obtenu les brevets pour cette octréotide, ce composé d'octréotide, et maintenant ça a été acheté par une entreprise italienne qui s'appelle AAA, Advanced Accelerator Applications, et ils vont investir les 20 millions nécessaires pour mener ces études randomisées que nous espérons lancer dans certains centres au Canada et dans certains centres aux États-Unis aussi. D'ici la fin de l'année, nous l'espérons. Ce sera une étude randomisée où les patients qui ont connu une progression de la maladie seront randomisés quant à des doses plus élevées de sandostatine versus une thérapie au glutate. Ceci dit, je vais m'arrêter là et je serai heureux de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup.